Bonjour à tous. Parlons Science vous a présenté jusqu'alors des vidéos que je qualifierais de classiques, car elles établissent ou rétablissent la vérité scientifique sur quelques sujets que les médias, les hommes politiques, les écologistes ont tendance à ressasser toujours le même refrain, erroné, par exemple que la forêt amazonienne ou les océans sont le poumon vert de la planète. La vidéo que nous allons présenter est plus engagée, c'est-à-dire que ses conséquences sont politiques au sens noble du terme. Mais il nous semble que le temps où le scientifique se limitait à avertir nos sociétés des dangers qui la menaçaient est dépassé. Il doit maintenant s'orienter vers une indication du chemin à suivre pour résoudre les problèmes que nous rencontrons. La présente vidéo, la décroissance est inéluctable, tant mieux, va montrer que la société de consommation née au lendemain de la guerre mondiale n'est ni durable, ni même souhaitable. La crise du coronavirus que connaissent de nombreux pays dans le monde depuis plus d'un an montre à l'extrême les maux d'une société mondialisée qui ne maîtrise plus, qui n'a plus de respect pour son environnement. Ceci augmente les contacts entre la faune sauvage, les animaux domestiques, les virus pathogènes et l'homme. En d'autres termes, ce type de pandémie se reproduira. Faisons une constatation qui nous paraît essentielle. Même s'il n'y avait pas de limite à l'énergie, aux matériaux, aux ressources vivantes, consommer pour consommer ne serait pas la solution, car c'est le creuset de l'individualisme et le lit des inégalités. Nous allons prendre 3 exemples qui décrivent les excès de la société actuelle. Le premier, c'est la honte absolue du vendredi noir. Alors qu'une partie de l'humanité a à peine de quoi manger, on voit ici quelques personnes de pays développés qui se battent littéralement pour avoir à meilleur prix le dernier éclamprin. Les 23 000 containers du navire Jacques Saadé, inauguré le 22 janvier 2021 par le Premier ministre français Jean Castex, car il s'agit d'un navire moins polluant que ce qu'il précédait, montre aussi les limites de la mondialisation, puisqu'il est moins cher pour les Bretons d'envoyer leur coquille Saint-Jacques être nettoyée en Chine plutôt que de le faire sur place. Un autre exemple, une autre folie automobile, avec 1,4 milliard de véhicules dans le monde, on s'aperçoit que dans les agglomérations, avec les embouteillages, la vitesse n'est guère supérieure à celle d'une diligence. On doit donc se poser quelques questions, les bonnes questions. Embarquer à 9000 sur un navire de 360 mètres au bout du monde, utiliser massivement des intrants et des OGM pour que le Brésil devienne le premier producteur mondial de soja avec 85 millions de tonnes, déboiser massivement les forêts tropicales qui sont des hauts lieux de biodiversité, ou encore considérer que les pays du tiers-monde doivent être les poubelles des pays dits développés, est-ce vraiment ce que nous souhaitons? Je souhaite que non. Cette course à la croissance a conduit à accentuer fortement les inégalités entre les pays riches et les pays pauvres, mais aussi entre les riches et les pauvres au sein d'un même pays. Un des premiers capitalistes, Henry Ford, militait pour que l'écart de salaire soit limité de 1 à 40. Ça pourrait paraître beaucoup aux décroissantistes, dont certains souhaitent, peut-être là aussi un peu excessif, un écart seulement de 1 à 4. Mais de toute façon, notre société est bien loin de cela, puisque les 25 personnes les plus riches du monde ont autant d'argent que la moitié la plus pauvre de l'humanité. Que des personnes aient des fortunes supérieures à 150 milliards de dollars alors que 700 millions d'humains vivent avec moins de 2 dollars par jour et encore 3,4 milliards avec moins de 6 dollars par jour, ça a de quoi choquer, comme l'image de ces enfants qui vont dans des poubelles essayer de trouver simplement de quoi survivre. Une bonne nouvelle. S'opposer à la société de consommation, on s'aperçoit que les peuples des pays développés y sont prêts. Un sondage d'il y a quelques années en France montrait que
7 personnes sur 10 étaient prêtes à changer de société économique de manière à préserver l'environnement. Et 6 sur 10 souhaitent sortir de la société de consommation et de la croissance. On comprend que dans ce cas, le produit intérieur brut ne peut pas être le marqueur de la réussite d'un pays, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, on ne peut pas concevoir une élévation continuelle du PIB, donc de la consommation de tout, dans un monde qui a des ressources limitées. Ensuite, comme on le voit sur ce graphique, depuis 1870, le PIB augmente dans le monde, surtout dans certains pays, États-Unis et Canada, Australie, Nouvelle-Zélande, Europe de l'Ouest, alors qu'il monte moins, bien sûr, en Afrique, en Asie de l'Est. Troisièmement, le PIB ne tient pas compte de votre propre travail personnel, du bénévolat, du travail au noir, qui est indispensable dans certains pays, et des inégalités. Enfin, on s'aperçoit depuis une vingtaine d'années qu'il y a un découplage de plus en plus clair entre l'augmentation du PIB et la baisse du chômage. Un exemple remarquable, sur ce graphique, on voit la satisfaction de vivre ressentie par les habitants en fonction du produit intérieur brut par habitant. On n'est pas surpris qu'en dessous d'un certain seuil, il n'est pas possible de se sentir heureux puisqu'on a à peine de quoi manger. C'est le cas malheureusement de beaucoup de pays africains, en violet sur ce graphique, ou de pays asiatiques en vert. Mais prenons l'exemple de l'Ouzbékistan et de Singapour. On s'aperçoit que les Ouzbeks, avec un revenu 15 fois inférieur à celui des Singapouriens, s'estiment aussi satisfaits de vivre. C'est encourageant. Il y a des sujets qui ne sont guère abordés. La régulation démographique d'abord, ensuite la réduction de la demande mondiale de travail. Une personne de 80 ans, comme celui qui organise ce site, a vu durant sa vie la population mondiale passer de 2,3 milliards d'habitants à pratiquement 8. Il est bien certain que le sort du monde, les pollutions et tout cela serait complètement différent s'il y avait 5 milliards d'habitants de moins sur la planète. On voit aussi en bas que pour une relativement faible variation du taux de natalité, plus ou moins un demi-enfant, on arrive en 2100 à une population de la Terre soit de 6,8 milliards, soit de 16,6 milliards. Ça n'a rien à voir. La clé est la régulation démographique. Dès qu'on prononce ce terme, on est classé dans les malthusiens, avec des politiques style enfant unique en Chine, etc. Moi, je dirais simplement qu'on pourrait déjà diminuer les aides à la natalité, comme les allocations familiales ou des parts supplémentaires d'impôts, comme cela se fait en France. Mais allons vers un pays très intéressant, l'Iran. On s'aperçoit que dans ce pays, en une cinquantaine d'années, l'indice de fécondité est passé de pratiquement 7 à environ 2 enfants par femme. Cela tient à quelque chose d'essentiel, l'éducation des femmes. Les femmes iraniennes, musulmanes, chiites, non arabes, sont beaucoup plus libres que leurs voisines des pays du Golfe, par exemple. Et on s'aperçoit que plus de la moitié des étudiants en université sont des femmes. Il n'est donc pas étonnant que 70% des Iraniennes pratiquent la contraception, y compris en milieu rural. Il est donc certain que le souhait du président actuel de l'Iran d'avoir 140 millions d'habitants dans son pays ne sera pas réalisé. À l'inverse, on peut prendre un pays de l'Afrique subsaharienne comme le Niger. 7,6 enfants par femme en 2018 avec un âge moyen de la population de seulement 15 ans. On revient les raisons que nous avons déjà avancées. Le taux d'alphabétisation est seulement de 43% chez les hommes et de 17% chez les femmes qui sont mariées très jeunes. Elles abandonnent la scolarité et il y a évidemment très peu de politiques contraceptives. Un autre sujet est rarement abordé, celui que, y compris dans une société en croissance comme la nôtre actuellement, on a moins besoin de travail dans le monde. La nouvelle robotisation, l'intelligence artificielle, la numérisation expliquent ce fait. On voit ici 2 exemples, une agence bancaire
gérée par un automate ou une usine d'assemblage automobile absolument sans ouvriers au Japon. Ce moindre besoin de travail est reconnu par deux grandes fortunes actuelles comme Bill Gates, le patron de Microsoft, ou Elon Musk, celui de Tesla, qui considèrent indispensable un revenu universel versé à tous indépendamment de leurs conditions de ressources et sans obligation de travail. Un petit peu dans la même lignée, on pourrait dire qu'il va falloir rediscuter d'une réduction du temps de travail, sujet relativement tabou. Dans une société en décroissance, que va-t-on faire avec 8 milliards d'habitants? Il est bien certain que les ultra-riches vont devoir accepter une redistribution des fortunes, avec différentes formules, impôts négatifs, revenus de base, de manière à éviter des troubles majeurs. Nous allons aller vers une société où les gens auront le temps de faire autre chose, des activités plus complexes, plus intéressantes, plus humaines, plus conviviales. La décroissance entraînera évidemment des suppressions d'emplois supérieures aux créations. Ces suppressions seront dans le domaine de la publicité, de la transformation des matières premières. Par contre, elle promouvra la production et la consommation de biens et de services ne faisant pas augmenter le PIB, mais améliorant les conditions de travail en respectant l'environnement, la décroissance heureuse en quelque sorte. On voit bien qu'il va falloir produire local et mettre un frein à la mondialisation. Voilà le réseau absolument effrayant de communication par voie ferrée, aérienne ou maritime. L'exemple du coronavirus a montré que cette mondialisation a accéléré la dispersion du virus et a montré que les pays dits développés n'avaient pas les moyens de lutter, pas de respirateurs, pas de masques, pas de vaccins. La plupart des médicaments étant fabriqués en Inde ou en Chine. Les décroissantistes affichent comme slogan « moins de biens, plus de liens ». C'est essentiel. On voit un petit peu dans les pays développés l'incommunicabilité, alors que par exemple en Afrique, autour de l'arbre à palabre, tous les gens du village se réunissent pour décider de l'avenir de leur village. Il va falloir également se préoccuper de l'environnement. On peut rendre par exemple les villes bien plus agréables avec des jardins partagés et on pourrait éviter de détruire de manière effrayante l'environnement comme cette extraction minière. On a aussi le choix. On peut avoir un métier avec un très bon salaire, mais si c'est pour contribuer à la publicité en faveur d'un désherbant nocif, c'est peut-être pas mieux que d'être bénévole, mal payé dans une association caritative. Enfin, on voit bien que l'essentiel, il faut marteler cela, c'est réduire les inégalités. Tant qu'on ne le fera pas, on verra cette image effroyable d'Africains entassés sur une chaloupe, traversant la Méditerranée pour essayer de rejoindre le continent européen, où ils estiment trouver le bonheur, ou tout au moins un semblant de travail meilleur que dans leur pays. Je vous remercie. Au revoir.